Dans l'Empire romain de la fin du IIIe siècle, la pourpre n'est plus seulement une couleur, c'est une peau, une seconde peau qu'on enfile à la hâte, qu'on arrache dans le sang, qu'on transmet comme une arme, et qui colle aux épaules, même, quand on croit l'avoir déposée, on la voit de loin, sur les mosaïques et les monnaies, mais on oublie ce qu'elle pèse quand elle était mouillée de pluie, de sueur, de poussière de route, quand elle se froisse sous une cuirasse, quand elle devient un signe que les soldats suivent plus volontiers que les lois. Maximien naît vers 250, dans un monde où l'on ne naît pas sujet d'un État stable, mais habitant d'un empire qui tremble. Les frontières sont longues comme des continents. Les routes sont des veines ouvertes, et dans ces veines circulent des légions, des marchands, des rumeurs, des maladies, des prophètes, des collecteurs d'impôts, des déserteurs. On appelle cela la crise du IIIe siècle, mais ce mot « crise » est trop propre. C'est une fatigue générale, une fièvre, un empire qui a appris à vivre avec l'idée que l'empereur peut mourir demain, et que demain, un autre se fera acclamer par une armée. À l'autre bout du monde romain, Maximien vient d'un milieu modeste, d'une Italie qui n'est plus le centre tranquille d'autrefois. L'Italie est encore un symbole, mais le pouvoir réel se déplace, suit les camps, les frontières, les urgences. Lui, il n'est pas un sénateur, pas un homme de bibliothèque. C'est un soldat, un professionnel de la guerre, de la marche, du campement, de la discipline, un homme façonné par le cuir, le fer, le froid des matins sur les plaines, la fumée des feux de bivouac, l'odeur des chevaux, la routine, des ordres criés et répétés jusqu'à devenir réflexes. Dans ces années-là, la carrière militaire c'est l'ascenseur le plus brutal et le plus rapide. On y monte par la compétence, par l'endurance, par la capacité à tenir quand les autres lâchent. On y monte aussi par la loyauté, mais une loyauté particulière, pas celle des discours. La loyauté du soldat qui reste en ligne quand la ligne se brise. La loyauté du commandant qui sait punir sans hésiter et récompenser sans faiblesse. Maximien se fait un nom dans cette école-là. Il n'est pas un théoricien, il est un homme d'action. Et l'Empire, à ce moment précis de son histoire, a faim d'hommes d'action, car l'Empire est attaqué partout. Sur le Rhin et le Danube, les confédérations germaniques testent les défenses, profitent des trous, des rivalités internes, des empereurs, qui se succèdent trop vite. À l'Est, les Perses sassanides sont une puissance structurée, ambitieuse, capable de prendre des villes, de capturer des empereurs. À l'intérieur, des provinces se détachent, des usurpateurs surgissent, des armées choisissent pour leurs candidats, la monnaie se dévalue, les prix montent, les villes se crispent, les campagnes se vident ou se barricadent. Et au sommet, Rome, la vieille Rome, continue de parler comme si elle commandait, alors que les décisions se prennent de plus en plus. Loin, dans des quartiers généraux improvisés, dans des palais militaires, dans des cités frontières. C'est dans ce monde-là que Dioclétien apparaît. Un autre soldat, lui aussi issu d'un milieu modeste, lui aussi produit de cette époque où l'on ne gouverne plus depuis le Forum, mais depuis la Selle. Dioclétien devient empereur en 284, et il comprend quelque chose que beaucoup avant lui n'ont pas voulu admettre. L'Empire est trop grand pour un seul homme. Trop de frontières, trop de crises simultanées, trop de temps perdu à voyager d'un front à l'autre pendant que l'autre front brûle. Alors Dioclétien cherche un partenaire, pas un décoratif, pas un héritier enfant, un vrai co-dirigeant, un homme capable de commander des armées, de tenir l'Occident pendant que lui s'occupe de l'Orient. Et ce partenaire, il le connaît déjà, Maximien. Le choix n'est pas romantique, il est pratique. Dioclétien a besoin d'un bras qui frappe, qui réprime, qui reconstruit, qui impose l'ordre. Maximien a la réputation d'être ce bras-là, un homme de terrain, dur, efficace, peu sensible aux subtilités sénatoriales, un homme qui comprend la langue des camps. Et dans un empire où les camps font et défont les empereurs,
c'est la langue la plus importante. En 285, Dioclétien associe Maximien au pouvoir comme César, puis, en 286, il l'élève au rang d'Auguste. Ce n'est pas un simple titre, c'est une révolution silencieuse. 2 Augustes, 2 empereurs, l'un à l'est, l'autre à l'ouest. L'Empire, officiellement un, se dote d'une direction bicéphale, et Maximien reçoit l'Occident comme zone de responsabilité. L'Italie, l'Afrique, l'Hispanie, la Gaule, la Bretagne, les frontières du Rhin. Un monde immense, riche, mais instable, traversé de menaces extérieures et de fractures internes. On imagine parfois l'empereur comme un homme assis sur un trône. Maximien, lui, est d'abord un homme en mouvement. L'Occident, c'est la route, c'est la pluie froide de la Gaule, les brouillards du Rhin, les forêts sombres où l'ennemi peut surgir sans prévenir. C'est aussi les villes romaines, leurs murs, leurs marchés, leurs temples, leurs bains, et cette tension permanente entre la vie civile et la présence militaire, car l'empereur, dans ces années-là, n'est pas seulement un chef d'État. Il est un chef de guerre en permanence, et sa légitimité se mesure à sa capacité à protéger, à punir, à payer. Maximien prend le surnom d'Hercule. Ce n'est pas un caprice mythologique, c'est un langage politique. Dioclétien se place sous la protection de Jupiter, le dieu souverain, l'ordonnateur. Maximien devient Hercule, le héros de la force, celui qui accomplit les travaux, qui nettoie les écuries, qui étrangle les monstres. Jupiter pense, Hercule exécute. Le message est clair, gravé dans les cérémonies, dans les monnaies, dans les statues. L'Empire est une machine, et ces 2 hommes en sont les 2 fonctions complémentaires. L'un incarne l'autorité suprême, l'autre la puissance qui agit, mais derrière les symboles, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que l'Occident est un chantier de guerre, la Gaule, d'abord. La Gaule n'est pas seulement une province, c'est un carrefour, des routes qui mènent à l'Hispanie, à la Bretagne, à l'Italie, au Rhin, des villes riches, des campagnes productives, des élites locales romanisées, mais aussi des zones où l'autorité impériale se fait sentir surtout par l'impôt et le recrutement, et sur le Rhin, la frontière n'est pas une ligne nette. C'est une zone de contact, de commerce, de raid, de négociation, de trahison. Les Alamans, les Francs, d'autres groupes encore, testent les défenses, profitent des moments où les légions sont ailleurs. Maximien doit faire ce que l'Empire attend de lui, être présent. La présence, c'est une arme. Un empereur qui arrive avec ses enseignes, ses gardes, ses officiers, ses scribes, ses intendants, c'est un signal. Les villes se préparent, les notables sortent, les temples s'ouvrent, les discours se prononcent, mais derrière la mise en scène, il y a l'essentiel. L'empereur inspecte les troupes, distribue les soldes, juge des affaires, tranche des conflits, ordonne des travaux, décide des campagnes. Il est le centre mobile d'un gouvernement de guerre. Les campagnes sur le Rhin, dans les années 280 et 290, sont une suite de marches, de fortifications, de ripostes. On répare les forts, on renforce les garnisons, on sécurise les passages, on punit les incursions. On négocie parfois, on recrute aussi des barbares comme auxiliaires parce que l'Empire a besoin d'hommes et parce que la frontière est aussi un réservoir de soldats. Maximien, dans ce rôle, est à sa place. Il n'a pas besoin d'être aimé. Il a besoin d'être craint et respecté. Et puis il y a la Bretagne. La Bretagne romaine, cette île au bout du monde, est à la fois une province et une obsession. Elle est riche en ressources, elle est stratégique mais elle est difficile à tenir. La mer est une barrière, mais aussi une voie d'invasion. Les pirates, les raids, les troubles locaux, tout cela rend la Bretagne vulnérable. Et surtout, la Bretagne est un endroit parfait pour un homme ambitieux, loin du centre, avec des légions, avec une flotte, avec la possibilité de se proclamer maître de son propre destin. C'est ce qui se produit avec Carausius, un commandant naval,
chargé de lutter contre la piraterie, qui finit par se faire proclamer empereur en Bretagne, et dans une partie de la Gaule du Nord, vers 296. Un usurpateur mais pas un bandit. Un homme qui frappe monnaie, qui se donne des titres, qui cherche une légitimité, il comprend la propagande. Il se présente comme un restaurateur, un protecteur. Et il tient parce qu'il a des navires, parce qu'il contrôle la mer, parce que l'Empire, occupé ailleurs, ne peut pas immédiatement l'écraser. Pour Maximien, c'est une humiliation et un défi. L'Occident qu'on lui a confié se fissure, une île entière et des territoires côtiers échappent à l'autorité impériale. Et ce n'est pas seulement une question de carte, c'est une question de prestige. Un empereur qui laisse un usurpateur s'installer perd quelque chose d'essentiel. Les soldats regardent, les notables calculent, les autres ambitieux prennent note. Maximien tente de réagir. Il faut une flotte, des troupes, une logistique complexe. Traverser la Manche avec une armée, ce n'est pas une promenade. C'est dépendre du temps, des vents, des marées, des ports. C'est risquer la tempête, la dispersion, le naufrage. Les sources laissent entendre que les premières tentatives ne donnent pas le résultat espéré. Carausius reste en place. L'Empire doit avaler cette anomalie, temporairement, et se concentrer sur d'autres urgences. Car l'Occident ne se résume pas à la Bretagne. Il y a l'Afrique, grenier à blé, essentiel pour nourrir Rome et l'Italie. Il y a l'Hispanie, avec ses mines, ses routes. Il y a l'Italie elle-même, qui n'est plus le centre militaire, mais reste le cœur symbolique, le lieu où la population attend la sécurité comme un dû ancestral, et il y a les troubles internes, ces révoltes qui ne portent pas toujours un nom d'empereur, mais qui peuvent être tout aussi dangereuses. En Gaule, par exemple, les Bagaudes, le mot recouvre des réalités complexes, des paysans en révolte, des groupes armés, des communautés qui refusent l'impôt, qui se défendent contre les exactions, qui profitent du désordre pour s'autonomiser. Ce n'est pas une armée régulière, mais c'est un symptôme. Quand des campagnes se soulèvent, c'est que l'État est perçu comme lointain, prédateur, incapable de protéger. Et pour un empereur-soldat comme Maximien, un symptôme, ça se traite comme une infection. On envoie des troupes, on réprime, on rétablit l'ordre, on fait des exemples. La répression, dans l'Empire romain, n'est pas une abstraction. C'est des villages brûlés, des chefs exécutés, des prisonniers vendus, des familles déplacées. C'est aussi parfois des amnisties, des réintégrations, des compromis. Mais la logique générale est claire. L'État ne peut pas tolérer des zones hors contrôle. Surtout dans une époque où chaque faiblesse attire un prétendant, Maximien, dans ces années, se forge une image, celle d'un restaurateur de l'ordre occidental. Il n'est pas l'homme des réformes administratives, fines, même si, autour de lui, l'appareil impérial se transforme, il est l'homme qui rend possible ces réformes, en tenant le terrain. Dioclétien, à l'Est, réorganise, restructure, multiplie les provinces, renforce la fiscalité, stabilise la hiérarchie. Mais tout cela n'a de sens que si les frontières tiennent et si les révoltes sont écrasées. Maximien est l'un des piliers de cette stabilité imposée, et pourtant, dès le début, quelque chose se met en place, quelque chose de presque invisible, mais décisif. La pourpre devient un uniforme qu'on peut partager. Avant, l'empereur unique était une figure presque sacrée, même quand il était un soldat. Maintenant, l'Empire s'habitue à l'idée qu'il peut y avoir plusieurs hommes en pourpre, chacun avec sa cour, ses gardes, ses monnaies, ses décisions. C'est une solution. C'est aussi une graine de chaos futur, car si la pourpre peut être partagée, elle peut aussi être revendiquée. Maximien accepte ce partage, il a été choisi, il a été élevé, il doit sa position à Dioclétien, et il le sait. Leur relation est faite de pragmatisme et de hiérarchie. Dioclétien est l'architecte, Maximien est le constructeur, Jupiter et Hercule. Le maître est le bras. Mais un bras, quand il frappe, sent sa propre force. Et un homme qui commande des légions,
qui distribue des récompenses, qui décide de la vie et de la mort, finit par considérer cette puissance comme une extension de lui-même. Dans les cérémonies, on voit l'ordre. Dans les camps, on voit la réalité. Les soldats jurent fidélité à l'empereur qu'ils voient Dante, qu'ils suivent, qui les mènent au combat, qui partagent leurs risques, ou du moins qui en donnent l'impression. La loyauté, dans l'armée romaine, est personnelle. Elle se nourrit de dons, de victoires, de proximité. Et Maximien, en Occident, devient ce point de fixation. Les légions du Rhin, les troupes de Gaule, les unités d'Italie, apprennent à le reconnaître comme leur Auguste. Pas comme un collègue abstrait de l'autre côté du monde, mais comme leur chef. Les années passent, et l'Empire, sous Dioclétien et Maximien, semble respirer un peu mieux. Les usurpations ne disparaissent pas, mais elles sont contenues, les frontières sont renforcées, les villes reprennent confiance, les monnaies portent masse des messages de concorde, de victoire, de stabilité. On proclame la restauration du monde romain, on veut y croire. Mais la stabilité a un prix. La militarisation du pouvoir, la rigidité administrative, la pression fiscale, et surtout, la transformation de l'empereur, en fonction. Dioclétien pense en termes de système. Il veut que l'empire survive aux hommes. Il veut que la succession ne soit plus un pari sanglant, mais une mécanique. Et pour cela, il faut aller plus loin que 2 Augustes. Maximien, lui, est un homme de guerre. Il comprend la nécessité de déléguer, de multiplier les commandements, mais il est aussi un homme de prestige. Et le prestige, ça ne se délègue pas facilement. Quand on a porté la pourpre, quand on a été salué, impérator, quand on a vu les foules se prosterner, quand on a senti la peur et l'espoir se concentrer sur soi, l'idée que tout cela puisse être temporaire, réversible, presque contractuel, est difficile à avaler. Pour l'instant, pourtant, il suit. Il suit parce que Dioclétien est encore là, parce que l'ordre tient, parce que l'Empire a besoin de cette discipline, et parce que Maximien, malgré sa rudesse, n'est pas un aventurier isolé. Il est intégré à une vision plus grande. En Occident, il continue de faire ce qu'il sait faire. Il se déplace entre les centres de commandement, il s'appuie sur des officiers compétents, il maintient la pression sur les frontières, il surveille les villes. Il veille à ce que l'Italie ne se sente pas abandonnée. Il doit aussi composer avec les élites locales, avec les gouverneurs, avec les préfets, avec les réseaux de pouvoir qui ne disparaissent jamais complètement. L'Empire romain, même militarisé, reste un monde de relations, de patronage, de familles influentes. Un empereur peut imposer, mais il doit aussi ménager, intégrer, utiliser, et pendant ce temps, l'affaire de Bretagne continue de hanter l'Occident. Carausius, puis après lui Alectus, maintiennent une sorte d'empire parallèle. Ils frappent sur monnaie, ils se présentent comme légitimes, ils jouent sur l'idée que Rome est loin, que l'Occident peut se gouverner lui-même. C'est un poison lent, un rappel constant que la mer peut séparer non seulement des territoires, mais des loyautés. Maximien n'est pas celui qui finira par résoudre ce problème. Ce sera plus tard, par un autre, dans un autre cadre. Mais déjà, l'existence même de cette sécession montre les limites du pouvoir d'un Auguste occidental, même énergique. L'empire est vaste, et l'ennemi n'est pas toujours un barbare au-delà du fleuve. Parfois, c'est un Romain avec des navires et une ambition. Dans les années 290 Odie, Maximien consolide son image d'empereur campagne. Les inscriptions, les monnaies, les titres, tout insiste sur la victoire, sur la force, sur la protection. Herculius, le héros qui accomplit les travaux, on le représente avec la massue, avec la peau du lion, ou du moins on associe son nom à cette iconographie. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une manière de dire au monde que l'Occident a un gardien, un homme qui ne discute pas avec le chaos, qui le frappe. Et pourtant, même dans cette période de consolidation, on sent déjà la fragilité de l'édifice, parce que l'Empire, pour tenir, dépend de la coopération de 2 hommes, et la coopération, dans un monde de pouvoir absolu, est une chose rare.
Elle dépend de la confiance, de l'intérêt commun, de la capacité à accepter une hiérarchie. Dioclétien et Maximien y parviennent, en partie parce qu'ils se ressemblent. Deux soldats, deux pragmatiques, deux hommes qui ont vu l'Empire au bord du gouffre, mais aussi parce que Dioclétien, plus stratège, plus froid, impose un cadre idéologique où chacun a sa place. Maximien accepte d'être le second, mais il n'est pas un second effacé. Il est auguste, il a sa cour, il a ses décisions, il a ses victoires. Et chaque victoire renforce l'idée qu'il mérite la pourpre, non pas comme un prêt, mais comme un dû. La pourpre, justement, on la voit dans les cérémonies, lourde, éclatante, presque irréelle. On la voit sur les épaules d'un homme qui, la veille, portait peut-être une simple chlamyde de campagne. Tachée de boue, on la voit dans les palais improvisés des capitales militaires, dans ces villes qui deviennent des centres de pouvoir parce qu'elles sont proches des frontières. Trêves, Milan, Aquilée, des lieux où l'on peut partir vite, où l'on peut recevoir des ambassades, où l'on peut stocker des armes et de l'or. La pourpre n'est pas seulement un vêtement, c'est un signal envoyé aux armées et aux provinces. Je suis là, je commande, je protège, je punis. Et quand on a vécu ainsi pendant des années, quand on a été l'incarnation de l'État en Occident, l'idée même qu'un jour on puisse vous demander de déposer cette pourpre comme on dépose un manteau devient une idée presque obscène. On peut obéir, on peut même le faire publiquement, mais au fond quelque chose résiste. Pour l'instant, Maximien est encore dans la phase ascendante de sa vie politique. Il est l'homme choisi pour stabiliser l'Empire occidental, et il le fait avec les outils qu'il connaît. La discipline, la force, la présence militaire. Il n'est pas un philosophe roi, il est un empereur de frontières, un empereur de camp. Un empereur qui comprend que l'ordre romain, à cette époque, se maintient moins par la persuasion que par la capacité à faire marcher des hommes en armes, là où l'on a besoin d'eux. Et Dioclétien, de son côté, observe, ajuste, prépare. Il ne veut pas seulement deux empereurs. Il veut une structure, une succession planifiée, une continuité. Il veut que l'Empire cesse d'être une loterie sanglante, où chaque mort au sommet déclenche une guerre civile. Il veut que la pourpre puisse se transmettre sans que les légions aient à choisir dans la confusion. Maximien, lui, est encore l'Hercule du système, le pilier occidental, le bras armé. Il ne sait pas encore à quel point ce système, conçu pour durer, finira par traiter la pourpre comme un costume qu'on doit rendre à la fin du service. Il ne sait pas encore que l'homme qui a appris à tenir l'Empire par la force aura un jour à lutter contre une autre force, celle d'une mécanique politique qui n'a plus besoin de lui, et qui, quand elle se grippe, transforme les anciens sauveurs en menaces. Pour l'instant, il marche, il commande, il réprime, il fortifie, il incarne, et la pourpre, sur ses épaules, n'est pas un symbole abstrait. C'est une promesse faite aux provinces occidentales. Tant que Maximien est là, l'Empire tient. Mais dans un monde où l'on s'habitue à voir plusieurs hommes en pourpre, la promesse contient déjà son poison. Parce qu'un jour, quelqu'un dira « Si la pourpre se partage, pourquoi ne serait-elle pas à moi ?» Et ce jour-là, l'ordre que Maximien a imposé par la force se retournera contre lui, comme une arme qu'on a trop longtemps tenue serrée. En 293, l'Empire ne se contente plus de respirer. Il change de squelette. On ne rafistole pas une maison qui brûle, on la reconstruit en pleine tempête, avec des soldats comme charpentiers, des juristes comme contremaîtres, et des villes frontières comme échafaudage. La solution de Dioclétien n'est pas seulement d'avoir un collègue, c'est de fabriquer une chaîne de commandement, une succession programmée, une hiérarchie visible, presque industrielle. 2 Augustes, oui, mais aussi 2 Césars, 4 hommes en pourpre ou presque, 4 centres de décision, 4 cours, 4 états-majors, 4 réseaux de messagers, de scribes, de comptables, de fournisseurs, de juges. Et au milieu de cette mécanique, Maximien, Hercule,
le bras occidental doit accepter une idée neuve et dangereuse. L'Empire n'est plus un trône, c'est un dispositif. Le 1er mars 280-13, Dioclétien nomme 2 Césars. À l'ouest, c'est Constance Chlore, un officier solide, expérimenté, qui reçoit la Gaule et la mission la plus humiliante pour l'autorité romaine. Effacer l'ombre de l'empire britannique de Carausius. À l'est, Galère, rude et ambitieux, prend sa place dans l'autre moitié du monde romain. La tétrarchie est née. On la vend comme une concorde parfaite, une fraternité de dieux et de héros, Jupiter et Hercule, entourés de leurs fils adoptifs. On la grave sur la pierre, on la frappe sur les monnaies, on la met en scène dans des cérémonies où les 4 souverains apparaissent mots presque interchangeables, même pose, même regard, même geste, comme si l'individu devait s'effacer derrière la fonction, mais l'individu ne s'efface jamais complètement, surtout pas un individu qui a passé sa vie à commander des hommes armés. Maximien, dans ce nouvel ordre, reste Auguste. Il reste le patron de l'Occident. Pourtant, il doit partager l'espace, déléguer, laisser un César récolter des victoires, distribuer des dons, recevoir des acclamations. Et ce partage n'est pas un détail. Dans l'armée romaine, la gloire est une monnaie. Elle paie la fidélité. Elle achète le silence des ambitieux. Elle nourrit la légitimité. Quand Constance prend la tête des opérations contre Carausius, c'est une part de la scène occidentale qui se déplace. Maximien n'est plus seul à incarner la force. Il devient le sommet d'une pyramide où d'autres peuvent briller, la Bretagne, justement. Cette île qui, sur les cartes, ressemble à une excroissance lointaine, est en réalité un nœud stratégique. Mines, blé, impôts, légions, et surtout la mer, cette mer qui protège et qui trahit. Carausius a compris avant tout le monde que la Manche peut être un fossé politique. Il a construit une flotte, il a essayé d'acheter des loyautés, il a frappé monnaie avec une audace presque insolente, se présentant non comme un rebelle, mais comme un 3e Auguste, un collègue de fait. Il joue avec les symboles romains, il cite la Concorde, il se drape dans la continuité, et pendant que Maximien et Dioclétien réorganisent l'Empire, lui, sur son île, prouve que la réorganisation a des trous. Constance, sous l'autorité de Maximien, commence par reprendre la côte. Pas l'île, la côte, les ports, les arsenaux, les points d'appui. La guerre contre un pouvoir maritime se gagne d'abord en coupant ses doigts. Boulogne, notamment, devient un enjeu. Un port, des murs, des chantiers navals, des entrepôts où l'on empile le bois, le fer, les cordages, les voiles. On imagine mal ce que signifie, pour un empire terrestre, fabriquer une flotte de guerre. Ce n'est pas seulement des navires, c'est une industrie, des artisans, des rameurs, des marins, des officiers, des vivres, des routes d'approvisionnement, et tout cela doit être protégé parce que l'ennemi peut frapper vite, par surprise, sur une côte brumeuse, au petit matin, quand la mer est une plaque d'étain. Carausius ne verra pas la fin de cette montée en puissance. Vers 293, il est assassiné par l'un des siens, Alectus, qui prend sa place. Un changement de visage, pas de problème. L'usurpation continue, mais elle perd peut-être une part de son génie politique. Alectus tient, il frappe monnaie, il gouverne, mais il n'a pas la même aura. Et Constance, méthodique, resserre l'étau. Il ne s'agit pas d'un duel héroïque, mais d'une pression constante. Reprendre les villes côtières, sécuriser les routes, empêcher les raids, assécher les ressources. Maximien, pendant ce temps, n'est pas inactif. L'Occident est un théâtre trop vaste pour se réduire à la Manche. Le Rhin reste une plaie ouverte. Les Alamans, les Francs, d'autres groupes encore, ne sont pas des armées nationales, au sens moderne, mais des confédérations mouvantes, des coalitions de chefs, des bandes qui se rassemblent balles pour un raid, se dispersent, reviennent. Ils connaissent l'Oubarletégué, les forêts, les marécages. Ils savent quand les légions sont occupées, ailleurs.
Ils sentent la faiblesse comme les loups sentent le sang. La réponse romaine, sous Maximien, est une combinaison de brutalité et d'ingénierie. On punit, oui. On traverse le fleuve, on brûle, on ramène des prisonniers, on fait des démonstrations. Mais on construit aussi, on répare les forts, on renforce les tours de guette, on sécurise les routes militaires, on installe des garnisons là où, quelques années plus tôt, on aurait jugé la dépense inutile. La frontière devient un paysage de pierre et de bois, de palissades, de fossés, de portes, de signaux. La guerre n'était plus seulement une bataille, c'est une administration de la menace. Et l'administration justement change de visage, la tétrarchie n'est pas qu'un arrangement entre 4 hommes, c'est un remodelage de l'État, les provinces sont subdivisées, les gouverneurs surveillés, les responsabilités séparées. On évite qu'un seul homme, à la tête d'une grande province riche et d'une armée, puisse se transformer en usurpateur par simple opportunité. On multiplie les postes, on multiplie les contrôles. On renforce la fiscalité, on rationalise la collecte. L'impôt devient plus systématique, plus lourd, plus inévitable. On recense, on évalue, on fixe des obligations. Les paysans, les artisans, les cités sentent la main de l'État comme une pression constante, pas comme une visite occasionnelle. Pour Maximien, soldat avant tout, cette transformation a un goût particulier, elle lui donne des moyens, elle lui donne des hommes, elle lui donne des ressources, mais elle lui donne aussi des contraintes, parce que l'empereur désormais n'est pas seulement un chef de guerre qui improvise, il est le sommet d'une machine qui exige des comptes, des rapports, des chiffres, des calendriers. Les campagnes militaires doivent mollir s'articuler avec les récoltes, avec les transports, avec les réquisitions. Les routes doivent être sûres pour que l'or circule, pour que le blé arrive, pour que les ateliers d'armes produisent. L'Empire devient plus dur, plus efficace, plus froid. Et dans ce froid, Maximien est à l'aise. Il n'a jamais été un homme de salon, il est un homme de camp. On le voit mieux dans une cour de caserne que dans une bibliothèque. Son autorité se lie dans la manière dont il se tient, dont il parle, dont il distribue les récompenses et les punitions. Il sait ce que vaut une solde payée à temps. Il sait ce que vaut un donativum au bon moment. Cette distribution d'argent qui transforme une armée fatiguée en armée enthousiaste. Il sait aussi ce que vaut une exécution publique. Quand la discipline menace de se dissoudre, la tétrarchie, en Occident, c'est donc un double mouvement. Constance, le César, qui prépare et finit par frapper sur la Bretagne. Maximien, l'Auguste, qui tient le Rhin, l'Italie, l'Afrique, qui veille à ce que l'Occident ne se disloque pas pendant que l'on reconquiert une île. Et au-dessus de tout cela, une propagande soigneusement calibrée. Concordia, Victoria, Felicitas Temporum, la concorde des empereurs, la victoire sur les barbares, le bonheur des temps. On le lit sur les monnaies, ces petits disques de métal qui passent de main en main, du soldat au marchand, du marchand au paysan, du paysan au percepteur. La propagande n'est pas un discours abstrait, c'est une présence quotidienne, un rappel que le pouvoir est partout. Mais la propagande a besoin de faits, et les faits, ce sont des victoires. En 296, Constance lance enfin l'opération décisive contre Alectus, une invasion amphibie, risquée, dépendante du temps. Les flottes se divisent, les vents jouent leur propre politique, la mer décide qui arrive où, une partie des troupes débarque, une autre se perd dans le brouillard, mais l'essentiel se produit. Alectus est vaincu et tué. La Bretagne revient dans l'orbite impériale. Londres, dit-on, est sauvée d'un sac par l'arrivée rapide des troupes romaines. On rétablit l'administration, on réinstalle les fonctionnaires, on remet en marche la machine fiscale, la sécession maritime, cette anomalie qui avait humilié l'Occident, est effacée, et Maximien, même s'il n'est pas le conquérant direct, en récolte le bénéfice politique. Parce que Constance agit sous son autorité, parce que l'Occident, officiellement, est le domaine de l'Auguste Hercule, parce que la victoire,
dans la logique tétrarchique, doit nourrir la concorde, pas la rivalité. On célèbre donc l'ensemble. L'empire restauré, la mer pacifiée, les routes sécurisées, on respire. Un peu, sauf que l'empire ne laisse jamais respirer longtemps. À peine la Bretagne reconquise, d'autres foyers exigent des hommes. Le Rhin, toujours. Les troubles internes, encore. Et surtout, cette tension permanente entre l'ordre imposé et les sociétés qui le subissent, les bagaudes, ces révoltes rurales en Gaule, ne sont pas un simple épisode. Elles sont un rappel que la stabilité tétrarchique repose sur une pression fiscale et militaire qui peut devenir insupportable. Quand l'État exige tout, il doit aussi protéger tout. Or, il ne protège pas toujours. Les raids barbares, les exactions de certains agents, les réquisitions, les déplacements forcés. Tout cela crée des zones de colère. Maximien, fidèle à son tempérament, traite la colère comme une menace. Il réprime, il rétablit, il punit, il ne négocie pas avec ce qu'il perçoit comme une dissolution de l'ordre. Cette dureté, plus tard, sera racontée de deux manières. Pour les uns, Maximien est le restaurateur, celui qui a empêché l'Occident de tomber. Pour les autres, il est le visage d'un pouvoir devenu lourd, presque étranger à ses propres sujets. Un pouvoir qui ne demande pas l'adhésion mais l'obéissance. Les deux lectures peuvent les coexister, parce que l'Empire, à cette époque, est un monde où la sécurité et l'oppression sont souvent la même chose, vue depuis des endroits différents. Et pendant que Maximien tient l'Occident, Dioclétien, à l'Est, pousse la logique jusqu'au bout. Les empereurs deviennent plus distants, plus cérémoniels, plus sacrés. On parle de dominus, de maître. On multiplie les rituels, on impose des formes de prosternation à la cour. C'est pas seulement de la vanité, c'est une stratégie. Si l'empereur est une fonction, il faut que la fonction soit entourée d'un halo qui dépasse l'homme. Il faut que l'obéissance soit dirigée vers l'institution, pas vers la personnalité. On veut casser l'idée que l'armée peut choisir son empereur comme elle choisit un général populaire. Mais l'armée, elle, continue de fonctionner à l'ancienne. Elle aime les visages, elle aime les chefs présents, elle aime les hommes qui partagent de la boue, ou qui, au moins, savent parler la langue de la boue. Maximien, avec son style direct, sa réputation de dureté, son image d'Hercule, reste un aimant à loyauté personnelle. Et c'est là que la tétrarchie porte en elle une contradiction. Elle veut des empereurs interchangeables, mais elle s'appuie sur des hommes dont la force vient précisément de leur singularité. Dans les années qui suivent, Maximien continue de circuler entre les centres occidentaux, Milan souvent, parce que l'Italie du Nord est un pivot, proche des Alpes, proche des routes vers la Gaule, assez loin de Rome pour être militairement utile, assez proche pour contrôler le cœur symbolique, Trêves aussi, parce que la Gaule et le Rhin exigent une présence. Les capitales ne sont plus des lieux sacrés, ce sont des outils. On s'installe là où l'on peut réagir vite, là où les dépêches arrivent, là où les troupes peuvent être rassemblées, là où les ateliers monétaires frappent les pièces nécessaires pour payer les soldats. La monnaie, justement, est un autre champ de bataille. Après des décennies de dévaluation et de chaos, Dioclétien tente de stabiliser, on réforme, on frappe de nouvelles pièces. On essaye de contrôler les prix, de fixer des maxima. L'édit sur les prix, plus tard, sera célèbre pour son ambition et ses limites. Mais déjà, on sent l'effort. L'État veut reprendre la main sur l'économie comme il reprend la main sur les frontières. Et Maximien, en Occident, est l'un des garants de cette reprise. Sans armée payée, pas d'ordre. Sans ordre, pas d'impôt. Sans impôt, pas d'armée. Le cercle est simple, implacable. Dans ce cercle, la figure de Maximien se durcit, il vieillit, mais il reste un homme de terrain. Il n'est pas un empereur qui se retire dans la contemplation, il est un empereur qui inspecte, qui juge, qui sanctionne. On le voit dans les inscriptions honorifiques, dans les titres accumulés, dans cette manière romaine de transformer la carrière en liste de victoires et de vertus.
On le voit aussi dans la manière dont la tétrarchie le présente. Hercule, celui qui accomplit les travaux, ce n'est pas un dieu qui règne par la parole, c'est un héros qui règne par l'effort. Et l'effort, à force, use. La tétrarchie, dans sa phase la plus efficace, ressemble à une machine bien huilée. Les frontières sont tenues par des empereurs présents. Les usurpations sont plus difficiles, parce que les armées sont réparties, parce que les provinces sont plus petites, parce que les gouverneurs ont moins de moyens de se transformer en rois, les crises sont traitées plus vite, on a l'impression d'un empire redevenu adulte après une longue maladie. Mais une machine, même bien huilée, dépend de ses pièces, et les pièces, ce sont des hommes qui ont des familles, des ambitions, des fidélités, des hommes qui vieillissent, des hommes qui meurent, et surtout des hommes qui, malgré la propagande de l'adoption politique, vivent dans une culture où le sang compte, où la filiation compte, où l'idée de transmettre à un fils reste plus intuitive que celle de transmettre à un collègue choisi, Maximien, lui, à un fils, Maxence. Et même si, à ce stade, Maxence n'est pas encore au centre du jeu, sa simple existence est une ombre portée sur le système. La tétrarchie prétend que la succession est une affaire de mérite et de choix impérial. Pas de dynastie, mais comment empêcher les soldats, les notables, les cités, de regarder le fils d'un Auguste et de se dire « Voilà un héritier naturel ». Comment empêcher un père, surtout un père qui a porté la pourpre pendant des décennies, de ressentir cette tentation dynastique, même s'il ne l'avoue pas. Dioclétien tente de verrouiller, il marie, il adopte, il associe, les liens familiaux deviennent des liens politiques, Constance est liée au système, Galère aussi. On fabrique une famille impériale, artificielle, une parenté de fonction, et Maximien, dans ce dispositif, accepte, parce qu'il a accepté depuis le début d'être le partenaire de Dioclétien, mais accepter n'est pas aimer, accepter n'est pas oublier. Les années 290 pour Maximien sont donc un mélange de consolidation et de frustration silencieuse, consolidation parce que l'Occident tient mieux qu'avant, parce que la Bretagne est revenue, parce que le Rhin est surveillé, parce que l'État est plus présent, frustration parce que la gloire se partage, parce que la fonction se rationalise, parce que l'idée même d'un empereur qui pourrait, un jour, déposer la pourpre comme on dépose un outil, commence à circuler, d'abord comme une théorie, puis comme une possibilité, et cette possibilité devient plus concrète à mesure que Dioclétien vieillit et tombe malade. Le système, conçu pour éviter les guerres d'eau civile, a besoin d'une chose que Rome a rarement connue, une abdication volontaire, un empereur qui renonce de son vivant, qui transmet sans être renversé, qui prouve que la pourpre n'est pas une possession mais une charge. Dioclétien, l'architecte, est capable de ce geste, il le prépare. Il y pense comme à la dernière pierre de son édifice. Maximien, Hercule, le bras, est-il capable du même geste? C'est une autre affaire, parce que pour lui, la pourpre n'a jamais été un simple vêtement. Elle a été la récompense d'une vie de guerre, la preuve qu'un homme né sans grande naissance pouvait devenir le centre du monde occidental, la confirmation que sa dureté, sa discipline, sa capacité à frapper avaient jamais sauvé des provinces entières. On peut lui demander de partager, il l'a fait. On peut lui demander de déléguer, il l'a fait, mais lui demander de disparaître, c'est lui demander de renier ce qu'il est devenu. Pourtant, extérieurement, tout semble encore fonctionner. Les 4 souverains apparaissent ensemble sur des reliefs, serrés, presque identiques, comme une équipe invincible. Les monnaies proclament la concorde. Les victoires s'additionnent, les frontières, sans être paisibles, sont moins catastrophiques qu'au temps des empereurs éphémères. Les cités, en Occident, voyant passer les cortèges impériaux, les gardes, les étendards, les chariots de l'administration. Elles paient, elles se plient, elles survivent. Et Maximien continue d'être Maximien, un empereur qui ne charme pas,
qui impose, un empereur qui comprend la peur comme un outil politique, un empereur qui, dans l'imaginaire officiel, est Hercule, mais dans la réalité quotidienne, est surtout le commandant suprême d'un Occident où l'ordre se mesure au nombre de forces réparées, au nombre de révoltes écrasées, au nombre de pièces frappées, pour payer les hommes. Ce qui use le modèle, ce n'est pas un événement unique, c'est l'accumulation, la multiplication des centres de pouvoir qui exige une coordination permanente, les distances qui restent immenses malgré les relais de poste et les routes romaines, les rivalités latentes, parce que chaque César sait qu'il peut devenir Auguste, et que chaque Auguste sait qu'il peut être remplacé, la propagande de l'interchangeabilité qui heurte la réalité des loyautés personnelles, et surtout, le temps qui transforme les fondateurs en vieillards, le temps qui fait disparaître la peur du chaos initial, celle qui avait rendu la discipline acceptable. Maximien, dans cette phase, est encore au sommet. Il est encore indispensable, mais l'empire qu'il a aidé à stabiliser commence à produire une conséquence inattendue. Si le pouvoir est une fonction, alors un homme, même puissant, peut devenir superflu. Et un homme superflu, dans la politique romaine, n'est pas un retraité paisible, c'est un danger potentiel. La pourpre, sur ses épaules, brille toujours. Elle brille dans les cérémonies, dans les audiences, dans les camps. Elle brille sur les monnaies où son profil est gravé, dur, massif, presque taillé à la serpe. Mais elle commence aussi à ressembler à un costume trop étroit, un vêtement qui ne pardonne pas l'âge, qui ne pardonne pas l'hésitation, un vêtement qu'on ne porte pas à moitié, et quelque part, derrière les victoires et les réformes, derrière les forts du Rhin et les ports de la Manche, derrière les édits et les recensements, une idée s'installe, lentement, comme une rumeur qui devient certitude. Un jour, on demandera à Maximien de la déposer, pas parce qu'il a échoué, parce que le système l'exige, et ce jour-là, tout ce qu'il a été, soldat, Auguste, Hercule, se heurtera à une nouveauté romaine presque inconcevable, l'obéissance, à une règle qui vous efface. Le jour où l'on demande à un empereur de quitter la scène, Rome n'a pas de vocabulaire confortable. Elle connaît l'assassinat, l'exil, la disgrâce, la damnatio memoriae, qui gratte les noms sur la pierre, comme on arrache une mauvaise herbe. Elle connaît l'abdication forcée, quand un général victorieux vous arrache la pourpre et vous laisse vivant par calcul, mais l'abdication volontaire, réglée, presque administrative, comme une passation de consulat, c'est une nouveauté qui sent l'atelier. De Dioclétien, son goût des mécanismes, des calendriers, des gestes qui doivent devenir des précédents. Et pourtant, en 305, cela arrive. On est au printemps. Les dates circulent, les lieux aussi, parce que l'empire est vaste, et que la mise en scène doit être double, symétrique, comme tout ce que la tétrarchie aime. Dioclétien abdique à Nicomédie, Maximien à Milan, deux Augustes qui déposent la pourpre le même jour, ou presque, comme si l'on voulait prouver que la volonté humaine peut dompter. La politique romaine, cette bête qui mord d'habitude la main de celui qui la nourrit. On imagine la cérémonie, les gardes, les enseignes, les officiers alignés, les regards qui cherchent un signe de faiblesse. On imagine la lourdeur du tissu, la pourpre qui n'est pas seulement une couleur, mais un statut, un droit de vie et de mort, une distance sacrée entre l'homme et les autres hommes. On imagine aussi le silence, ce silence particulier des armées, quand elles sentent qu'on leur retire un repère. Maximien a passé près de 20 ans à être l'Occident, à tenir le Rhin, à surveiller l'Italie, à faire plier les révoltes, à faire marcher la machine fiscale et militaire, et maintenant on lui dit « c'est fini », pas parce que tu as perdu, parce que le plan l'exige. Il obéit comme un soldat obéit à un ordre qu'il n'aime pas, mais qu'il reconnaît comme venant du commandement légitime. Il obéit parce que Dioclétien est encore là, parce que l'architecte est encore debout, parce que la tétrarchie n'est pas seulement une idée,
C'est une chaîne de loyauté, un réseau de serments, un système où l'on a appris à se tenir. Il obéit, et c'est peut-être le geste le plus romain et le moins romain de sa vie. La pourpre tombe. Ou plutôt, elle est déposée. On ne la jette pas, on la remet, on la plie, on la confie, et avec elle, on remet quelque chose de plus difficile à plier. L'habitude de commander. À partir de là, Maximien devient un personnage étrange, presque inédit, un ancien Auguste vivant, un homme qui a été au sommet, et qui officiellement n'est plus rien. Il garde le prestige, évidemment. Il garde les titres honorifiques, les statuts, les monnaies déjà frappées, les souvenirs dans les camps. Il garde aussi une famille, des clients, des officiers qui lui doivent de leur carrière. Mais il n'a plus la fonction, et dans la logique tétrarchique, la fonction est tout. Le système, lui, continue. Constance Chlore et Galère deviennent Auguste. 2 nouveaux Césars sont nommés, Sévère et Maximine Daïa. On voit la main de Galère dans ce choix, sa volonté de placer des hommes sûrs, des hommes de son cercle, des hommes qui lui doivent tout. Et là, déjà, une fissure apparaît, fine comme un cheveu, mais réelle. Où sont les fils des anciens Augustes? Où est Constantin, le fils de Constance, officier déjà connu, déjà aimé des soldats? Où est Maxence, le fils de Maximien, qui a grandi dans l'ombre de la pourpre et qui, à Rome, n'est pas un inconnu? La tétrarchie répond, nulle part, parce que la tétrarchie n'est pas une dynastie, parce que le sang ne doit pas décider, parce que l'empire est une fonction à transmettre, pas un héritage à léguer. C'est logique, c'est propre, c'est presque moderne, et c'est explosif, car l'armée, elle, n'a jamais cessé de penser en termes de personnes. Les légions ne jurent pas fidélité à un organigramme, elles jurent fidélité à un homme qui les mène, qui les paye, qui les récompense, qui les venge. Les cités, elles, n'ont jamais cessé de penser en termes de prestige familial. Rome, surtout, cette vieille capitale, humiliée par le fait d'être devenue secondaire, n'a jamais cessé de penser en termes de symboles, et le symbole le plus simple, le plus compréhensible, c'est le fils, Maximien, retiré, observe. Il n'était pas un philosophe dans un jardin, il n'est pas Dioclétien à Salone, rêvant de choux et de tranquillité. Maximien est un vieux soldat, il a l'oreille aux rumeurs, il sent les courants. Il sait quand une armée est de mécontente, quand une ville gronde, quand un collègue devient trop puissant, et il sait une chose, sans Dioclétien, la tétrarchie perd son centre de gravité. Dioclétien s'efface, mais son ombre reste un moment, puis elle s'amincit. Et l'horloge, celle qui ne pardonne pas, se met à battre plus fort. En 306, la première secousse arrive de l'endroit le plus prévisible et le plus dangereux, la mort. Constance Chlore meurt à Eboracum, à York, en Bretagne. Après une campagne au nord, un Auguste disparaît, loin des capitales, au milieu des soldats, et là, la théorie tétrarchique rencontre la réalité la plus brute. Les troupes proclament Constantin, pas César nommé par le collège, pas héritier désigné par un protocole, proclamé, acclamé, porté par l'armée comme on porte un bouclier. Galère, à l'est, fulmine, calcule, négocie. Il ne peut pas ignorer Constantin, parce que Constantin a des légions, et que les légions, quand elles ont choisi, ne reviennent pas facilement en arrière. Il ne veut pas non plus lui donner tout de suite le rang d'Auguste, parce que cela reviendrait à reconnaître que l'armée peut casser le plan. Alors il tranche à moitié. Constantin est César, Sévère, l'homme de Galère, devient Auguste en Occident. Un compromis, un pansement sur une fracture. Et pendant que l'on pense au nord, Rome, au centre, s'enflamme. Rome n'est plus la résidence impériale, mais elle reste Rome. Elle reste le Sénat, les monuments, les souvenirs, les foules, les distributions de blé, les prétoriens, ces soldats d'élite qui ont, trop souvent fait et défait des empereurs. La tétrarchie a tenté de les tenir à distance, de réduire leur rôle, de déplacer le pouvoir vers Milan, Trèves,
ni comédie, mais on ne déplace pas l'orgueil d'une ville comme on déplace un bureau. En octobre 306, Maxence, le fils de Maximien, est proclamé à Rome. Proclamé par qui? Par des éléments de la garde prétorienne, par des notables, par des hommes qui sentent que l'ordre tétrarchique les étouffe, que les impôts augmentent, que les privilèges romains s'érodent, que l'Italie est traitée comme une province parmi d'autres. Maxence n'est pas un grand général à ce moment-là. Il n'a pas la carrière de son père, mais il a un nom, il a une filiation, et il a Rome, et soudain, Maximien n'est plus un retraité. Il est le père de l'usurpateur, ou le père du restaurateur selon le camp. Il est surtout une ressource politique immense, un ancien Auguste, un homme qui a porté la pourpre légalement, un homme dont le visage est connu, dont les victoires sont gravées dans la mémoire des soldats. Maxence a besoin de lui comme d'un sceau d'authenticité, et Maximien, lui, entend l'appel de la pourpre comme on entend un vieux tambour de guerre. Il revient, il remet le vêtement qu'il avait déposé. Ce geste en soi est un scandale pour la tétrarchie. La pourpre, dans le plan de Dioclétien, n'est pas un manteau qu'on accroche et qu'on reprend selon l'humeur. C'est une charge qu'on transmet. Mais Maximien n'a jamais vraiment accepté l'idée qu'on puisse être empereur, puis ne plus l'être. Il a obéi en 305. Il n'a pas digéré. Le retour de Maximien donne à la révolte romaine une épaisseur. Maxence n'est plus seulement un jeune homme porté par des prétoriens, il est associé à Hercule, aux vieux bras armés de l'Occident, et cela change la perception dans les provinces. Certains hésitent, certains basculent, certains attendent. L'Italie, l'Afrique, ces régions riches, vitales pour le ravitaillement en blé, deviennent des enjeux, car Rome, sans blé, n'est plus Rome. Et l'Afrique, avec ses greniers, peut faire tomber un régime ou le sauver. Sévère, l'Auguste reconnu par Galère, marche sur l'Italie pour écraser l'usurpation. Il a des troupes, il a un titre, il a la légitimité du collège, mais il a un problème que les titres ne résolvent pas. Beaucoup de ses soldats ont servi sous Maximien. Ils connaissent son visage. Ils ont reçu de lui des dons, des promotions, des récompenses. Ils ont peut-être aussi reçu de lui des coups, des punitions, des humiliations. Mais même cela crée un lien de camp, un lien de mémoire. Quand Sévère approche de Rome, la fidélité se décompose, les désertions commencent. Les unités passent à l'ennemi. On ne trahit pas une idée, on trahit un homme pour un autre homme. Sévère se retrouve isolé, puis capturé. Il finit exécuté, ou poussé au suicide selon les récits, mais le résultat est le même. Un Auguste tombe sans grande bataille, avalé par la logique personnelle que la tétrarchie voulait précisément éliminer. Galère, furieux, tente à son tour une expédition en Italie, mais l'Italie est un terrain politique autant que militaire. Les villes ferment leurs portes, les routes sont hostiles, les approvisionnements manquent, et surtout, Galère comprend qu'il marche dans un piège. Plus il avance, plus il s'éloigne de ses bases, plus il risque de voir ses propres troupes se dissoudre comme celles de Sévère. Il recule, il brûle, il pille peut-être, il laisse une trace de colère, mais il recule. Rome a tenu, Maxence est là, Maximien est là, et l'Empire, censé être stabilisé, se retrouve avec un nouveau centre de gravité illégitime, mais puissant. C'est ici que Maximien révèle son autre visage, pas seulement le soldat, le politique, le survivant. Car cohabiter avec son fils, ce n'est pas simple. Maxence n'est pas un César docile, il n'est pas un lieutenant, il est un empereur proclamé, avec sa cour, ses favoris, ses prétoriens, ses ambitions, et Maximien, lui, n'est pas un père qui se contente de conseiller. Il a été Auguste, il a commandé l'Occident, il a l'habitude d'être obéi. La tension monte vite, on la devine dans les gestes, dans les cérémonies, dans la manière dont on distribue les titres, dont on place les statues, dont on frappe les monnaies. Qui est le vrai maître? Le fils qui tient Rome ou le père qui a l'expérience et le prestige? Dans un régime où l'autorité doit être visible,
La moindre nuance devient une bataille. Maximien tente un coup de force, les sources racontent une scène presque théâtrale. Une assemblée, des soldats, Maximien qui s'adresse aux troupes, qui accuse Maxence, qui tente de le dépouiller de la pourpre devant tout le monde. Un geste brutal, direct, à la manière d'un vieux commandant qui pense que l'armée suivra la main la plus ferme. Mais l'armée, à Rome, n'est pas l'armée du Rhin. Ce sont des prétoriens, des troupes liées à Maxence, nourries par la ville, par ses distributions, par ses intrigues. Et surtout, Maxence a su se rendre indispensable à ceux qui l'entourent. Le coup échoue. Maximien se retrouve, pour la première fois depuis longtemps, non pas contesté à distance, mais humilié au cœur même de son camp. Il doit fuir, quitter l'Italie, quitter Rome, quitter son fils, et c'est là que la pourpre devient vraiment ce costume trop étroit. On l'a remise, mais elle ne tient plus, elle glisse. Elle attire les mains qui veulent te l'arracher, elle transforme chaque allié en futur rival. Maximien cherche alors une autre base. Il la trouve au nord, en Gaule, auprès de Constantin. Constantin, à ce moment-là, est un homme en ascension. Il a l'armée de Bretagne et de Gaule, il a la popularité, il a le nom de son père, Constance, respecté. Il a aussi une position ambiguë, reconnu César par Galère, mais déjà traité comme un quasi-Auguste par ses soldats. Il est jeune, énergique, habile. Il sait sourire quand il faut, frapper quand il faut, attendre quand il faut. Et il comprend que l'Empire est en train de glisser vers une logique dynastique. Malgré tous les édits et toutes les statuts de concorde, Maximien arrive chez lui comme un atout et comme un poison. Un atout, parce qu'il apporte une légitimité ancienne, une aura d'Auguste, un nom qui parle aux vétérans. Un poison, parce qu'il apporte aussi l'instabilité, la preuve vivante qu'un empereur peut revenir de sa retraite, qu'un ancien peut réclamer sa place, qu'un système peut être déchiré par ceux-là même qui l'ont servi. Constantin, lui, ne refuse pas l'atout, il l'encadre. En 307, l'alliance se scelle par un mariage. Forsta, fille de Maximien, épouse Constantin, un lien de sang, justement, ce que la tétrarchie voulait éviter, devient l'outil principal de la politique. Le mariage n'est pas une romance, c'est un contrat. Il dit « Nous sommes six familles ». Il dit « Maximien n'est pas un vagabond politique, il était le beau-père du maître des Gaules ». Il dit « Constantin n'est pas seulement un César, il est lié à l'ancienne maison impériale ». Et Maximien, dans cette alliance, retrouve un instant l'illusion de la maîtrise. Il peut se présenter comme celui qui adoube, qui transmet, qui reconnaît. Il peut même, selon certaines traditions, conférer à Constantin le titre d'Auguste, comme si la pourpre pouvait être distribuée par un ancien porteur de pourpre, geste audacieux, geste dangereux, geste qui défie Galère et le collège. Mais Maximien n'est pas un homme qui se contente d'être un beau-père honorifique. Il veut exister, il veut compter, il veut, d'une manière ou d'une autre, redevenir indispensable. Pendant ce temps, Maxence tient Rome. Il consolide, il frappe monnaie, il se présente comme le défenseur de la ville, de ses traditions, de ses privilèges, il restaure des bâtiments, il soigne l'image. Il a aussi l'Afrique qui hésite, qui se révolte parfois, parce que le contrôle du blé est une arme. Il a des ennemis partout, mais il a Rome, et Rome est un aimant. Galère, lui, voit l'Occident lui échapper. Sévère est mort. Constantin joue sa propre partie. Maximien, l'ancien collègue, est redevenu un acteur. Maxence, l'usurpateur, tient la capitale symbolique, la tétrarchie, conçue pour éviter la guerre civile, est en train de produire une guerre civile par excès de mécanisme. Alors on tente une réparation, une grande réunion, une conférence, un moment où l'on espère que la parole, les titres, les serments, peuvent remettre les pièces à leur place. En 308, à Carnuntum, sur le Danube, dans cette zone militaire où l'on sent le froid des frontières et la dureté des camps, les hommes se rencontrent. Galère est là. Et surtout, Dioclétien sort de sa retraite,
Le vieux Jupiter revient, non pas pour reprendre la pourpre, mais pour imposer une dernière fois son autorité morale, son prestige de fondateur. On imagine l'effet. Dioclétien, amaigri, vieilli, mais encore impressionnant, apparaissant devant des empereurs qui, sans lui, se déchirent. On imagine Maximien face à lui, l'ancien partenaire, celui qui a obéi en 305, puis a tout défait en 306 à 307. On imagine les regards, les non-dits, la fatigue. Carnuntum décide, Carnuntum tranche, et Carnuntum humilie. Maximien est contraint d'abdiquer à nouveau, une seconde fois, comme si la première n'avait pas suffi, comme si l'on voulait lui faire comprendre que la pourpre n'est pas à lui, qu'elle ne l'a jamais été, qu'elle appartient au système. On lui retire le droit de se dire « Auguste ». On le renvoie à sa retraite. Mais cette fois, la retraite n'a plus rien de volontaire. C'est une mise à l'écart. On nomme aussi un nouvel Auguste pour l'Occident. Licinius, un homme de confiance de Galère. Constantin, lui, n'obtient pas officiellement le rang d'Auguste. On le maintient dans une position inférieure sur le papier, même si, dans les faits, il commande comme un souverain. Maxence, évidemment, n'est pas reconnu. On le traite comme un usurpateur, on réaffirme la légalité tétrarchique comme on récite une formule contre la fièvre. Mais la fièvre est là. Et Maximien, après Carnuntum, est un homme blessé, blessé dans son orgueil, dans son identité, 2 abdications, 2 dépôts de pourpre, 2 fois effacés. Et autour de lui, des hommes de plus jeunes, plus souples, qui comprennent Barthé mieux que lui, la nouvelle grammaire du pouvoir, celle où l'on peut être empereur sans être reconnu, où l'on peut être reconnu sans être obéi, où les titres sont des armes, mais pas des garanties. Il retourne auprès de Constantin, parce qu'il n'a plus d'autre refuge solide. Maxence est devenu un ennemi, Galère le méprise, Dioclétien l'a désavoué. Il reste la Gaule, les camps du Nord, les villes de Trèves, d'Arles, ces lieux où l'on sent encore la discipline romaine, où l'on frappe monnaie, où l'on rassemble des troupes, où l'on peut peut-être recommencer. Et c'est là que le paradoxe devient presque cruel. Maximien, qui a été choisi pour stabiliser l'Empire, devient lui-même un facteur de désordre permanent. Non pas parce qu'il aime le chaos, il aime l'ordre, il a vécu pour l'ordre, mais parce qu'il ne supporte pas l'idée d'être un ancien, parce qu'il ne sait pas être un homme privé, parce que, pour lui, la pourpre n'est pas un uniforme qu'on rende au magasin, c'est une peau. Constantin, de son côté, observe ce beau-père encombrant avec une prudence glacée. Il lui doit une alliance, il lui doit Fausta, il lui doit une part de légitimité, mais il sait aussi que Maximien est capable de retourner une armée, de jouer sur les fidélités, de se présenter comme le vrai Auguste, le vétéran, l'homme des anciennes victoires. Dans un monde où les soldats se souviennent, un vieil empereur peut être plus dangereux qu'un jeune rival. Alors Constantin le garde près de lui, mais pas trop. Il l'honore, mais il le surveille. Il lui donne une place, mais pas le centre. Et Maximien, habitué à être le centre, étouffe. Les années passeront vite, parce que tout s'accélère. Galère vieillit, tombe malade. Maxence s'enracine à Rome. Licinius prend sa part. Maximin d'Aia et les autres acteurs orientaux se préparent. L'Empire est un échiquier où les pièces ont des armées et où chaque mouvement coûte des vies, des impôts, des villes, et Maximien, dans ce tumulte, n'a plus qu'une arme, son nom, son passé, sa capacité à dire « j'ai déjà été là, j'ai déjà tenu l'Occident, je sais comment on fait ». Mais le passé en politique romaine est une monnaie qui se dévalue vite quand elle n'est pas soutenue par des légions. Il y a, chez lui, quelque chose de tragiquement simple. Il a accepté d'être le bras armé d'un système qui voulait que les bras se remplacent. Il a servi une machine qui exigeait qu'on puisse changer de conducteur sans que le char s'arrête. Et quand on lui a demandé de descendre du char, il a compris, trop tard, que la machine n'avait pas besoin de sa personne. Elle avait besoin de sa fonction, sauf que Maximien, lui, a confondu les deux. Il a porté la pourpre,
il l'a déposée, il l'a remise, il l'a déposée encore. Et chaque fois, le tissu a laissé une marque, comme une brûlure. On peut enlever un manteau, on n'enlève pas ce qu'il a fait de vous. À la fin de cette période, Maximien est un ancien empereur qui refuse d'être ancien, un père qui a perdu son fils, un allié qui pèse sur son gendre, un symbole vivant d'un monde qui se défait. Il n'est plus le pilier tranquille de la tétrarchie. Il en est la fissure ambulante, et dans les couloirs des palais de Gaulle, dans les camps où l'on aiguise les armes et où l'on compte les rations, dans les ateliers monétaires où l'on frappe des profils impériaux comme on frappe des verdicts, une idée circule sans être dite à voix haute. Un homme qui remet sans cesse la pourpre finit par obliger quelqu'un à la lui arracher. En Gaule, l'hiver a une manière particulière de s'installer. Il ne tombe pas d'un coup comme une sentence. Il s'infiltre, il blanchit les toits, durcit les chemins, rend les rivières plus lentes et les hommes plus nerveux. Dans les résidences impériales du Nord, Trêves surtout, avec ses murs massifs, ses salles chauffées à grand-peine, ses couloirs où l'on sent la fumée des braseros et la laine humide des manteaux. Le pouvoir ressemble moins à une cérémonie qu'à une intendance. Il faut nourrir des milliers de bouches, payer des soldes, faire circuler des ordres, surveiller les frontières, écouter les rapports des éclaireurs. L'Empire, ici, n'est pas une idée, c'est une logistique. Constantin règne déjà comme un maître, même si les titres officiels, les hiérarchies le proclamaient à Carnuntum, font semblant de le contenir. Il a l'armée, il a les ateliers monétaires, il a les villes gauloises qui ont appris à vivre avec un empereur résident, il a aussi ce que les autres n'ont pas, une jeunesse qui n'est pas seulement un âge, mais une promesse. Les soldats aiment les promesses. Elles sentent la campagne à venir, le butin possible, la promotion, la gloire. Et dans cette Gaule, qui se veut stable, Maximien est une présence qui dérange l'air, comme une fumée trop épaisse dans une pièce déjà pleine. Il n'est plus censé être empereur, on le lui a dit, on le lui a répété, on l'a fait abdiquer 2 fois, comme on arrache 2 fois une mauvaise herbe, en croyant que la racine finira par céder, mais il marche encore, avec cette démarche de commandant, ce réflexe de regarder les hommes comme des unités, de jauger les officiers comme des outils, de parler comme si l'ordre allait de soi. Il a été Hercule, il a été l'Occident, il a été celui qui tranche. On peut lui donner une place d'honneur à table, on peut lui réserver un siège, on peut le laisser apparaître aux cérémonies, recevoir des acclamations polies, des saluts respectueux, mais on ne peut pas lui rendre ce qu'il veut vraiment. La sensation que le monde obéit à sa voix, la pourpre, même absente, continue de peser, elle pèse sur les épaules de celui qui l'a portée, et sur les nerfs de ceux qui l'entourent. Car un ancien Auguste n'est jamais un simple vieillard, c'est une alternative vivante, un drapeau qu'on peut brandir si l'on est mécontent, un nom qu'on peut crier dans un camp si l'on veut faire trembler un palais. Constantin le sait, il le sait d'autant mieux qu'il a lui-même été porté par une acclamation militaire. Il n'a pas besoin qu'on lui explique comment naît un empereur. Il suffit d'un moment, d'une foule armée, d'un officier qui crie le « premier » et d'une hésitation qui se transforme en certitude. La tétrarchie avait voulu remplacer ces moments par des nominations, des adoptions politiques, des successions planifiées. Mais les camps, eux, continuent de fabriquer des souverains comme ils fabriquent dans des légions. Par la cohésion, par l'émotion, par la force. Alors Constantin surveille, sans bruit, sans éclat. Il laisse Maximien vivre, mais il ne le laisse pas agir. Et Maximien, lui, attend. Il attend comme un soldat qui a connu l'éveil avant l'assaut. On ne dort pas vraiment. On écoute, on guette le signal, on se persuade que l'occasion viendra. Il a déjà tenté de reprendre la Socine par Rome, par son fils, et cela s'est terminé en fuite. Il a déjà tenté de se refaire une légitimité par le mariage de Fausta, et cela l'a placé sous le toit d'un homme plus jeune, plus prudent, plus dangereux. Il a déjà été rappelé à l'ordre par Dioclétien lui-même.
à Carnuntum. Et cette humiliation-là ne s'efface pas, elle s'accumule. Le temps, surtout, travaille contre lui. Chaque année qui passe rend plus absurde l'idée d'un retour normal. Chaque année ajoute un nouveau visage sur les monnaies, un nouveau nom dans les proclamations, un nouveau serment prêté à quelqu'un d'autre. Et Maximien n'a pas seulement vieilli, il a perdu l'élément qui faisait de lui un empereur efficace, cette évidence que sa présence suffisait à faire tenir l'Occident. Désormais, sa présence suffit à inquiéter. Dans l'Empire, à ce moment-là, les nouvelles circulent vite, portées par les courriers impériaux, par les marchands, par les soldats, en permission, par les rumeurs qui voyagent plus vite que les chevaux. Galère décline. Sa maladie est connue, commentée, exagérée. On dit qu'il souffre, qu'il s'affaiblit, que son autorité se fissure. À l'Est, Maximine Daïa se comporte déjà comme un souverain qui n'attend plus la permission. Licinius, nommé à Carnuntum, tient sa part, mais il n'a pas l'aura d'un fondateur. Et à Rome, Maxence s'enracine, se drape dans la ville, dans ses monuments, dans ses distributions, dans l'idée qu'il était le protecteur des traditions contre les empereurs provinciaux. Tout cela compose un paysage où la règle n'était plus la collégialité, mais l'opportunité. Et l'opportunité, Maximien la cherche comme on cherche une brèche dans un mur. Du doigt, de l'œil, du souvenir. Elle se présente en 310. Constantin s'éloigne, il part en campagne, ou du moins, il se déplace avec une partie de ses forces, vers le Rhin, vers les zones où l'on doit montrer que on est là, où l'on doit rappeler aux Francs, aux Alamans, aux groupes qui testent la frontière, que l'Empire n'est pas une proie. Ce genre de déplacement n'est jamais anodin. Quand l'empereur bouge, la cour bouge, les gardes bougent, les caisses parses bougent. Et quand l'empereur s'éloigne, il laisse derrière lui des hommes, des villes, des garnisons, des dépôts. Il laisse aussi un vide symbolique, même temporaire. Maximien est là, dans ce vide. Et il a encore des réflexes d'Auguste. Il a encore des partisans, ou du moins des hommes qui peuvent être tentés, des officiers qui ont servi sous lui, des vétérans qui se souviennent, des administrateurs qui pensent qu'un ancien empereur vaut mieux qu'un jeune maître trop sûr de lui. Il a aussi une arme dangereuse, la capacité de raconter une non-histoire, car le pouvoir romain, à cette époque, se nourrit de récits autant que de victoires. On justifie un coup de force par une rumeur. L'empereur est mort, l'empereur a été trahi, l'empereur a perdu la faveur des dieux, l'empereur a abandonné l'armée. Il suffit que la rumeur soit plausible pendant quelques jours. Quelques jours, c'est assez pour que des portes s'ouvrent, que des serments se prêtent, que des monnaies se frappent, que des hommes meurent. Maximien tente donc le geste qu'il connaît le mieux, l'acclamation. Il se présente, il parle, il se fait proclamer. Les sources situent l'épisode dans la région d'Arles, ou du moins dans ce sud gaulois, où les routes convergent, où l'on peut toucher à la fois les garnisons et les villes riches, où l'on peut espérer contrôler un nœud de communication. Arles, c'est le Rhône, c'est la circulation, c'est une porte vers l'Italie et vers l'Espagne. Ce n'est pas un hasard si l'on y joue des coups politiques. L'eau y porte les marchandises, et les routes y portent les armées. Il y a quelque chose de presque désespéré dans ce geste. Maximien n'est plus l'homme de 286, appelé par Dioclétien pour sauver l'Occident. Il n'est plus le collègue nécessaire, il est un ancien qui tente de redevenir présent, et pour y parvenir, il doit faire exactement ce que la tétrarchie avait juré d'empêcher. Transformer une absence temporaire en crise de succession. On dit qu'il annonce la mort de Constantin, qu'il laisse entendre que l'empereur est tombé, que la Gaule ne peut pas rester sans maître, que l'armée doit choisir. La rumeur est une arme sale, mais efficace. Elle ne demande pas de preuves immédiates, elle demande seulement une réaction, et Maximien veut cette réaction. Des cris, des boucliers frappés, des enseignes inclinées, la sensation, enfin, que la pourpre revient sur ses épaules comme une évidence. Pendant un instant,
cela fonctionne. Un instant seulement, mais un instant réel. Des hommes le suivent, des proclamations se font, des décisions se prennent, et dans ce bref moment, Maximien doit se sentir redevenir lui-même, comme si l'on avait rallumé une vieille lampe. Il a connu cela toute sa vie, l'armée qui répond, l'ordre qui se propage, la peur qui change de camp, sauf que l'empire de 310 n'est plus celui de 280. Si, les réseaux de Constantin sont solides, les messagers courent, les officiers hésitent, puis calculent, et surtout, Constantin n'est pas mort. Il revient, vite, avec cette rapidité qui, chez les chefs de guerre, vaut parfois plus qu'une bataille, arrivé avant que la rumeur ne se transforme en réalité. La réaction de Constantin est celle d'un homme qui a compris la nouvelle règle du jeu. On ne laisse pas un rival respirer, on ne lui laisse pas le temps de s'installer, on ne lui laisse pas le temps de frapper monnaie, de distribuer des dons, de créer une habitude. On coupe court. Maximien, face à ce retour, se retrouve nu. Il n'a pas assez de force, il n'a pas assez de fidélité, il n'a pas assez de temps. Ceux qui l'ont acclamé sentent le vent tourner et se dérobent. Les villes, prudentes, ferment leurs portes ou attendent. Les garnisons, qui ne veulent pas être du mauvais côté quand l'empereur légitime arrive, se replient dans l'obéissance, alors Maximien fuit. C'est un mot brutal, mais c'est ce qui se passe quand un coup échoue. On ne se retire pas, on s'échappe. Il descend vers le sud, vers la Provence, vers cette côte où les ports ouvrent sur la mer et sur l'exil possible. Massilia, Marseille, apparaît comme un refuge naturel. Ville ancienne, fortifiée, riche, habituée aux échanges, capable de tenir un siège un certain temps. Une ville qui a ses propres traditions, son orgueil, ses murs. Massilia a aussi une position stratégique. Elle contrôle une partie des routes entre l'Italie et la Gaule. Elle regarde vers la mer. Elle peut recevoir des secours. Elle peut négocier. Pour un homme traqué, c'est une dernière poche d'air. Maximien s'y enferme. Il espère peut-être que les murs feront ce que les légions n'ont pas fait. Lui donner du temps pour négocier, du temps pour rallier, du temps pour que la situation générale de l'Empire, toujours instable, toujours multiple, lui offre une nouvelle ouverture. Car après tout, il y a Maxence à Rome, il y a Licinius, il y a Maximin d'Aia, il y a les rivalités, les jalousies. Peut-être que Constantin ne pourra pas se permettre un long siège. Peut-être que quelqu'un interviendra. Peut-être que la politique, cette mer capricieuse, changera de courant. Mais Constantin vient, et Constantin ne vient pas seul. Il vient avec l'autorité, avec l'armée, avec la certitude que ce genre de défi, s'il n'est pas écrasé, se répétera. Il vient aussi avec une justification parfaite. Maximien n'est pas un collègue, il n'est pas un Auguste reconnu, il n'est pas un partenaire, il est un rebelle. Un homme qui a trahi l'hospitalité, trahi l'alliance familiale, trahi l'ordre public, un homme qui a tenté de prendre le pouvoir par la rumeur et par l'acclamation. Le siège, ou la pression, n'a peut-être pas besoin d'être long. Massilia était forte, mais une ville n'est pas un empire. Elle doit penser à ses habitants, à ses réserves, à ces élites qui ne veulent pas être punies, et surtout, elle doit penser à l'après. Qui sera le maître quand tout cela sera fini? Constantin, lui, est là, vivant, puissant, et il restera. Maximien, lui, est un pari qui vient de perdre. La ville ouvre, ou bien elle livre, les récits varient dans les détails, mais la logique c'est la même. Maximien se retrouve entre les mains de son gendre, et là, l'histoire atteint ce point où la politique romaine montre son visage le plus froid. La famille ne protège pas, elle complique. Elle rend la décision plus lourde, mais pas plus douce. Que faire d'un ancien empereur qui a tenté de vous renverser? Le tuer ouvertement, c'est risquer de créer un martyr, de donner à Maxence un argument, de choquer ceux qui respectent encore l'ancien Auguste. Le pardonner, c'est inviter à une nouvelle tentative. C'est montrer que l'on peut défier Constantin et survivre. Le garder prisonnier,
c'était garder une bombe vivante, un nom, un prestige, une figure que d'autres pourront utiliser. Il reste une solution romaine, une solution qui a l'avantage d'être à la fois brutale et propre. Le suicide imposé, on ne verse pas le sang de sa main, on laisse à l'autre le geste final, on transforme l'exécution en décision personnelle, même si tout le monde sait qu'elle ne l'est pas. Maximien est donc contraint de se donner la mort. À Massilia, en 310, on imagine la scène sans la romantiser. Ce n'est pas un théâtre, c'est une fin administrative, presque un homme âgé qui a commandé des armées, qui a reçu des acclamations, qui a signé des édits, qui a fait exécuter des ennemis, se retrouve réduit à un choix qui n'en est pas un. Il a connu la violence des champs de bataille, la sueur des marches, la poussière des routes, le sang des répressions, et il meurt dans une ville du Sud, loin des grandes capitales, loin des frontières qu'il a défendues, loin de Rome qu'il a tenté de contrôler, loin même de ce Milan où il avait déposé la pourpre la première fois, la pourpre, justement. Elle n'est plus sur ses épaules, elle est ailleurs, sur d'autres hommes, sur d'autres ambitions, mais elle est là, dans l'air, comme une obsession. Maximien a passé les dernières années de sa vie à tenter de la remettre, comme si le tissu pouvait recoudre le temps, et le temps, lui, ne se recoud pas. Après sa mort, il ne reste pas seulement un cadavre, il reste un problème de mémoire. Rome sait faire disparaître les hommes 2 fois, une fois physiquement, une fois symboliquement. La damnatio memoria, cette condamnation de la mémoire, n'est pas un simple caprice, c'est une technique de pouvoir. On martèle les inscriptions, on remplace les portraits, on refond les statues, on réécrit les dédicaces, on fait comme si l'homme n'avait jamais existé, ou comme s'il n'avait existé que comme un criminel. C'est une manière de dire aux vivants, voilà ce qui arrive à ceux qui se trompent sic extrum de camp. Constantin, qui construit déjà sa propre légitimité, n'a aucun intérêt à laisser Maximien flotter dans l'ambiguïté. Il a besoin d'un récit clair. Maximien n'est pas le vieux collègue de Dioclétien, le pilier de l'ordre, le pacificateur de l'Occident. Il est le traître, l'usurpateur, celui qui a abusé de la confiance, qui a tenté de renverser son bienfaiteur, qui a mérité sa fin, et pourtant, la réalité résiste toujours un peu aux récits officiels, car Maximien n'est pas un aventurier sorti de nulle part. Il a été choisi en 286, précisément parce qu'il était capable de tenir l'Occident par la discipline et la force, il a été l'un des 2 Augustes qui ont porté la réforme la plus ambitieuse depuis des générations. Il a été, pendant des années, l'homme des frontières, des campagnes, des répressions, des reconstructions. Il a été le visage martial d'un système qui voulait remplacer la chance par l'organisation. C'est là que sa fin devient presque une leçon cruelle sur la tétrarchie elle-même. Le pouvoir y était conçu comme une fonction. On la reçoit, on l'exerce, on la transmet, comme un commandement, comme une charge, comme un rôle. Et Maximien, soldat pragmatique, a accepté ce rôle tant qu'il était en ce scène, tant que la fonction coïncidait avec son identité. Mais dès qu'on lui a demandé de quitter la scène, il a montré ce que le système refusait de voir. Pour les hommes qui portent la pourpre n'est pas un rôle, c'est une possession, une habitude, une dépendance. Et quand on arrache cette possession, on ne crée pas un retraité paisible, on crée un danger. Maximien a voulu la stabilité, il a passé sa vie à la fabriquer à coups de marches forcées, de punitions, de victoires, de peurs organisées. Il a diletté l'outil de l'ordre, et il a fini par devenir l'argument de l'instabilité, parce qu'il ne savait pas s'effacer, parce qu'il ne pouvait pas supporter que l'Empire continue sans lui, parce que la machine politique, une fois lancée, ne s'arrête pas pour saluer ceux qui l'ont construite. Il y a aussi, dans cette fin, une ironie familiale. Maximien a cherché des appuis dans le sang. Son fils Maxence à Rome, sa fille Fausta auprès de Constantin. Il a joué la carte dynastique parce que le monde autour de lui y revenait, malgré les proclamations tétrarchiques, et c'est précisément ce lien dynastique qui rend sa chute plus nette.
Ce n'est pas un ennemi lointain qui le fait mourir, c'est son gendre, un homme entré dans sa famille par un mariage politique et qui, au moment décisif, choisit l'empire contre le beau-père. Constantin, en imposant cette fin, envoie un message à tous les autres: l'ancien monde des collèges et des abdications planifiées est terminé, désormais, la légitimité se prouve par la victoire et par la capacité à éliminer les alternatives, même quand ces alternatives portent un nom prestigieux, même quand elles ont été augustes, même quand elles ont été, autrefois, nécessaires. Maximien disparaît donc comme on ferme une porte, sans cérémonie grandiose, sans triomphe, avec une corde, dit-on souvent, ou par un moyen qui ne laisse pas de place à l'héroïsme, une mort qui ne ressemble pas à un champ de bataille, parce que ce n'est pas un soldat qu'on abat, c'est un symbole qu'on neutralise. Et pendant que Massilia retrouve son calme, que les marchands reprennent leurs affaires, que les navires continuent d'entrer et de sortir du port, l'Empire, lui, continue de se déchirer. Maxence est toujours à Rome. Licinius et Maximin d'Aia se regardent à l'est. Les titres circulent, les alliances se font et se défont, la tétrarchie, ce grand plan de stabilité, se transforme en une série de guerres civiles, où chacun prétend restaurer l'ordre en ajoutant un nouveau désordre. Maximien, dans cette tempête, n'aura été qu'un épisode, mais un épisode révélateur. Le vieux bras armé de Dioclétien, l'Hercule occidental, a fini comme un usurpateur de trop, parce qu'il n'a jamais accepté que la pourpre puisse être déposée sans retour. Il l'a remise, il l'a reprise, il l'a revendiquée. Et à force de vouloir prouver qu'il était encore empereur, il a offert à Constantin l'occasion de prouver qu'il l'était, lui, définitivement. La pourpre, qu'on revêt, qu'on dépose, puis qu'on tente de remettre, chez Maximien, elle n'a jamais cessé d'être là, même quand elle n'était plus visible. Et c'est peut-être cela, au fond, qui l'a tué. Non pas la corde, non pas l'ordre de Constantin, mais l'impossibilité de redevenir un homme ordinaire après avoir été si longtemps l'Occident en personne.